je me présente. Je suis Marine, psychomotricienne, Marine Million-Pascal, pardon, psychomotricienne au foyer médicalisé de la Rose des Sables depuis 5 ans. Et donc, c'est un établissement où on reçoit principalement des personnes avec autisme. Et donc, on a commencé à les profils sensoriels il y a 5 ans, donc réaliser des bilans autour de la sensorialité. Et on se rend compte que la sensorialité fait partie de nous tous au quotidien. Donc voilà, donc j'ai fait un petit PowerPoint et puis si vous avez des questions tout au long, n'hésitez pas, on va pouvoir commencer. Donc c'est bon, c'est partagé? Ouais, normalement. Ok, vous voyez du coup le PowerPoint? Oui, Oui. super. Donc comment identifier et accompagner les spécificités sensorielles de mon proche? Donc, j'ai fait un petit plan avec une introduction. Donc, je vais vous présenter un petit peu ce que c'est l'intégration sensorielle. Euh, Après, donc les principes vraiment de base, les différents sens et les aménagements. Je vais faire vraiment toute une cartographie en parlant de chaque sens et des aménagements possibles en fonction des personnes, si elles sont hypo ou hyper. Et les différents types de tests sensoriels. Voilà. Alors, non, donc voilà. Alors, au niveau des particularités sensorielles, donc elles ne sont pas spécifiques à l'autisme. C'est vrai qu'on va surtout penser que les personnes autistes ont des spécificités sensorielles, ce qui est souvent le cas, parce qu'il y a 90% des autistes qui en ont. Sauf qu'en fait, tout le monde a des particularités sensorielles. La seule différence, c'est que nous, on peut être en capacité de se dire, moi, j'aime pas ce bruit, j'aime pas cette odeur, mais je vais y faire outre et je vais faire abstraction. Alors que souvent, les personnes qui ont un autisme, du coup, elles sont un petit peu plus en difficulté pour faire la part des choses. Elles reçoivent tellement cette information de manière violente qu'elles ne peuvent pas reprendre du recul par rapport à ça. Donc, ça crée des troubles du comportement ou des spécificités au niveau du comportement. Ce qui est important aussi, c'est que les organes, donc l'audition, la vue, tout fonctionne. En fait, ce n'est pas l'organe qui ne fonctionne pas, mais c'est vraiment le message qui est transmis au niveau du système nerveux cérébral qui a des dysfonctionnements. Donc, il y a des sensations qui sont ressenties comme agréables et comme plutôt désagréables, dérangeantes. Et ça, on le verra tout du long quand je vous décrirai les différents sens. Et c'est vrai que du coup, c'est par rapport aux personnes qui sont Asperger qu'on a compris vraiment la spécificité sensorielle parce qu'elles sont vraiment à même d'expliquer, de décrire leurs ressentis. Il y a plein de vidéos qu'on peut trouver ou des personnes qui disent moi, je rentre dans un restaurant, l'odeur du restaurant, c'est comme si ça me faisait des douleurs au niveau de mon corps. C'est vraiment des personnes-là qui vont avoir une prise de recul sur leurs propres sensations corporelles et sensorielles. Et c'est ce qui nous permet de mieux comprendre après la sensorialité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Posez-moi les questions. L'intégration sensorielle. Donc, c'est vrai que ça se fait avec les différents sens de notre corps. Donc, on va parler des extérorécepteurs, qui sont vraiment les récepteurs qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire qui sont captés au niveau corporel, mais sur l'extérieur. Donc, il y a le toucher et le goût. Et au niveau proximal, et au niveau du sens disto, la vision, l'olfaction, l'audition. C'est-à-dire que c'est l'audition, l'olfaction, la vision et l'auditif, c'est vraiment des sens qui arrivent de l'extérieur, alors que le goût et le toucher, il faut vraiment qu'on soit proche de la personne pour ressentir ça. Les interocepteurs, on en parle un petit peu moins et pourtant ils sont aussi très très importants. Le sens vestibulaire, on en parlera après, le sens aussi proprioceptif et la sensibilité interoceptive. Alors ça, c'est tout ce qui est la faim, la satiété, la digestion. C'est des sensations que c'est difficile à réévaluer parce que y a des personnes qui peuvent être vraiment dérangées par le ventre qui gargouille, par la sensation d'avoir aussi trop mangé. Et c'est des sensations que malheureusement on ne peut pas savoir à leur place parce qu'elles sont internes, mais qui peuvent vraiment mettre à mal certaines personnes. La sensation de faim, vraiment, ça peut être très difficile pour certaines personnes.
Donc, bien sûr, bah, j'ai mis en avant l'échelle, la pyramide des apprentissages, qui est connue par quand même beaucoup de monde, parce que c'est une échelle qui est intéressante sur le fait qu'on se rend compte que donc, tout en bas de l'échelle, il y a le système nerveux central. Et après, il y a la proprioception, le tactile, le vestibulaire, le gustatif, l'olfactif, l'audition, le visuel, qui sont vraiment la sensorialité. C'est vraiment la base de cette pyramide qui permet après d'évoluer au niveau du sensorimoteur, du proprioceptif et de la cognition. Parce que sans notre sensorialité, finalement, eh ben, il y a des difficultés. Peut-être qu'au niveau proprioceptif, personne elle a des difficultés au niveau de son sens proprioceptif. Et ben après, au niveau du schéma corporel, au niveau de la motricité, ben, ça va créer des difficultés forcément. C'est vrai que je donne souvent l'exemple aussi du tout petit qui va découvrir son monde, bien sûr, par sa sensibilité, par son corps. Un enfant, il va tomber, il va buter contre une table, il va se relever, il va sentir les odeurs. Et c'est à travers ses sens ça va lui permettre d'appréhender son environnement, mieux le comprendre et d'évoluer aussi dans son environnement. D'ailleurs, au niveau du fœtus, on sait qu'il y a l'audition, l'olfactif, qui sont vraiment les premiers sens qui fonctionnent. Donc, c'est vraiment la sensorialité qui est à la base des apprentissages. Et c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir adapter l'environnement en fonction de la sensorialité pour que la personne puisse évoluer malgré ses carences ou ses besoins sensoriels. Alors, du coup, l'intégration sensorielle, qu'on entend de plus en plus parler, elle a été découverte par une thérapeute américaine dans les années 60. Et donc, selon elle, c'est notre capacité de planifier, d'organiser notre comportement et ce qui nous permet aussi l'efficacité à laquelle le système nerveux s'organise et organise les messages qui vont pouvoir lui transmettre. C'est-à-dire que c'est grâce à notre sensorialité qu'on reçoit les informations de l'environnement et qu'après, on peut répondre à l'environnement. Je donne aussi l'exemple, par exemple, on veut traverser la route, et donc on est sur un passage piéton, il y a une voiture qui arrive. Donc, notre sens auditif va nous dire, ah, j'entends qu'il y a une voiture. Donc, on va se retourner, on va la regarder. Là, notre sens visuel et notre capacité cognitive va nous permettre de dire, bon, elle roule vite ou elle roule lentement, elle est loin ou elle est proche. Donc, je peux traverser. Il y a des personnes qui vont ni avoir le sens auditif qui va fonctionner, qui va lui permettre de dire, ah, il y a un danger, il y a une voiture, et qui ne va pas lui permettre non plus d'estimer la distance. Donc, c'est vraiment cette capacité-là au niveau de l'adaptation sensorielle et environnementale qui est compliquée chez certaines personnes. Donc, le processus avec lequel le cerveau intègre, traite et organise les informations sensorielles et ce qui crée une réponse motrice. C'est ce que je venais de vous dire juste avant par rapport à ça. C'est ce qui va nous permettre de mieux répondre à notre environnement. La discrimination sensorielle. Donc, il y a deux principaux mécanismes. Il y a la discrimination sensorielle. C'est pas grave. Excusez-moi, petit. Sinon, si je... Ah, voilà, c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, très bien, merci. Donc, l'intégration sensorielle, il y a deux mécanismes. La discrimination sensorielle et la modulation sensorielle. La discrimination, donc, c'est la capacité du système nerveux central à discriminer les différents stimuli sensoriels et à les interpréter avec leurs caractéristiques. Donc, c'est ce qui permet d'attribuer du sens à l'information sensorielle. C'est-à-dire, comme je vous disais tout à l'heure, l'information au niveau de la voiture, ça permet de discriminer si c'est auditif. J'entends quelque chose, enfin, il y a quelque chose. Je reçois une information. Est-ce que c'est visuel? Est-ce que c'est auditif? Est-ce que, par exemple, un avion dans le ciel, il y a quelque chose, mais d'où ça vient? Il y a des personnes qui vont être en difficulté pour vraiment percevoir qu'est-ce que c'est cette information. La modulation sensorielle, donc ça, c'est la capacité à détecter et sélectionner les stimuli importants, mais aussi les ignorer. En fait, c'est ce qui permet de travailler, d'être dans cette attention sélective aussi. Par exemple, une personne, elle ne va pas être en capacité d'entendre le bruit d'une ventilation et en même temps de devoir toucher une personne pour se déplacer ou même devoir prendre des escaliers s'il y a un bruit. C'est vraiment la capacité à dissocier les différentes informations sensorielles. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent avoir des difficultés au niveau des discriminations sensorielles et d'autres au niveau de la modulation. C'est avec les évaluations que ça nous permet de mieux savoir sur quel principe, sur quel mécanisme la personne a difficulté.
Du coup, alors le modèle de Dunn, qui est très important parce que ça nous permet un peu mieux de comprendre comment s'y fonctionnent les intégrations sensorielles. Donc, puis par la suite, je vais vous parler du bilan du modèle de Dunn aussi. Donc, c'est un modèle qui permet de mieux comprendre les seuils neurologiques et les réponses comportementales. Donc, on parle souvent de seuil neurologique parce que donc on a tous un seuil au niveau de nos sensorialités. Par exemple, au niveau du toucher, on va tous avoir un seuil plus ou moins important par rapport à quelqu'un qui nous fait mal ou qui nous touche par un effleurement. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont être peu sensibles à la douleur, par exemple, et on va dire un seuil de tolérance assez haut. C'est-à-dire qu'il faut vraiment toucher très très fort pour que la personne ait mal. Et d'autres qui ont un seuil neurologique assez bas. Et donc là, le moindre effleurage peut être vécu vraiment de manière assez violente pour la personne. Et la réponse comportementale, c'est comment la personne va réagir en fonction de son seuil. Donc, je fais le petit schéma en expliquant. Donc, on reçoit l'information sensorielle, stimulation sensorielle, quelqu'un me touche. Il y a l'excitation au niveau du récepteur sensoriel qui arrive après au niveau du système neurologique. Là, le seuil, et selon le seuil de la personne, il va être plus ou moins sollicité. Et en fonction, il va y avoir une réaction motrice, émotionnelle ou comportementale. Réaction motrice, ça peut être l'évitement. Réaction émotionnelle, ça peut être plutôt de la colère parce que la personne a mal. Ou comportementale, personne qui peut être aussi en recherche de sensations. Donc voilà, donc il y a différentes réactions en fonction des seuils. Après, du coup, il y a ce petit schéma là que vous pouvez trouver sur Internet. Pour le coup, c'est un petit schéma Optoise qui permet d'expliquer un petit peu les seuils hypo-hyper. Parce qu'on parle vraiment d'hyposensibilité. Donc, chez les personnes qui ont un seuil élevé, c'est-à-dire, souvent, c'est des personnes qui vont être en recherche de sensations. Leur seuil est tellement haut qu'il faut toucher beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par exemple, la personne au niveau tactile, si elle est hyposensible au niveau tactile. C'est-à-dire que le système nerveux central ne répond pas assez ou trop peu aux stimuli. Donc, c'est des personnes qui vont peut-être beaucoup toucher les objets, qui vont toujours avoir des objets à toucher, à manipuler, ou des personnes qui vont se stimuler au niveau auditif, qui vont faire du bruit. Au niveau gustatif, des personnes qui vont chercher à avoir des choses qui croquent sous la bouche, de mâcher des choses. Au niveau visuel, c'est des personnes qui peuvent se stimuler aussi. Enfin, il y a plein de différents comportements moteurs en fonction des seuils. Et les seuils bas, c'est pour les personnes qui sont hypersensibles. Donc, c'est ceux qui vont avoir un niveau de stimulation, pour le coup, vraiment, à peine la personne sera stimulée, que du coup, il y aura une réactivité et l'information au niveau du système nerveux central sera activée. Donc là, c'est des personnes où on va parler qui sont souvent dans l'évitement, qui vont mettre les mains sur les oreilles, qui vont s'éloigner, s'isoler des personnes. C'est vrai que souvent, les personnes qui sont hypersensibles, elles ont un peu un comportement d'évitement et elles vont avoir un peu à leur refuge dans leur chambre ou dans un espace de vie pour éviter la proximité avec les autres personnes, pour éviter le bruit, pour éviter toute stimulation différente que dans son confort personnel. Donc, dans le modèle de Dunn, on parle aussi, par rapport aux réponses comportementales, d'une personne qui agit en accord avec son seuil. Donc, c'est une personne qui a tendance à agir passivement à tous les éléments qui se présentent. Donc, j'ai mis vie, son hypersensibilité ou son hyposensibilité. Ça va être des personnes qui, finalement, malgré qu'elles aient un seuil haut ou bas, ne vont pas adopter forcément de troubles du comportement importants. Par exemple, une personne qui va être hypersensible au niveau visuel, mais qui est en accord avec son seuil, ça peut être une personne qui va voir chaque détail sur le sol ou sur les murs. C'est-à-dire qu'elle a une capacité visuelle du détail très importante. Mais pour autant, ça ne va pas forcément la mettre à mal, elle ne va pas forcément réagir négativement, par exemple à une décoration Vichy avec les carreaux rouges ou des pointes noires sur un mur blanc. Ça ne va pas forcément les mettre à mal. Donc finalement, elles ont des particularités sensorielles, mais elles peuvent vivre avec, sans créer de troubles du comportement. Et puis les personnes qui agissent contre leur seuil, tendance à agir activement. Donc ceux qui vont être hyposensibles, ils vont chercher les sensations pour vraiment atteindre ce seuil.
Et ceux qui sont hypersensibles, eux, ils vont être vraiment dans l'évitement parce que c'est trop inconfortable pour eux. Donc, j'espère que c'est bien clair pour vous, pour tout ça. En tout cas, au fur et à mesure des sens, après où je vais parler des sens, vous verrez vraiment les différences de comportement chez les personnes hypo ou hyper. Donc, les troubles de l'intégration sensorielle, on peut les observer de différentes manières. Au niveau de la motricité, de la posture, ça peut être la maladresse, des troubles praxiques, des troubles toniques. Donc ça, on le trouve souvent chez les personnes qui vont avoir des difficultés au niveau de leur sens proprioceptif. Le vécu aussi psycho-affectif et émotionnel, les personnes qui vont être hypersensibles vont être vite fatigables, irritables et douloureuses, parce que c'est vrai qu'elles sont en permanence en fait agressées par leur sensorialité. Et les personnes qui vont être hyposensibles, elles vont peut-être être plus au ralenti, plus apathiques, parce que moins en réaction avec leur sensorialité et leur environnement. Donc, comme je disais tout à l'heure, il peut y avoir des comportements de fuite et d'évitement, mais aussi des comportements de recherche. On peut trouver aussi des stéréotypies. Donc, comme je disais tout à l'heure, au niveau visuel, donc ça peut être aussi une stéréotypie. Les balancements peuvent être aussi des stéréotypies au niveau vestibulaire. Les automutilations, les replis sur soi pour les personnes qui sont plus hypersensibles. Et bien sûr, ça peut jouer sur le niveau d'éveil des personnes, la différence de sensorialité. Donc, chaque sens, donc on connaît surtout 5 sens, l'auditif, le visuel, le gustatif, l'olfactif et le tactile. Mais il y a le proprioceptif qui est le sens aussi important. J'en parlerai un peu plus après, mais c'est le sens qui nous permet de mieux connaître notre corps dans l'espace. C'est-à-dire, c'est un sens où si on a les yeux fermés, et ben, on va prendre conscience de la position de notre corps, comment sont nos pieds, qu'est-ce qu'on touche. C'est vraiment le sens qui est important pour notre environnement quand on se déplace. Alors, pas forcément quand on se déplace, parce que c'est plus autre chose, mais quand on vit dans son espace, ça nous permet vraiment de savoir qu'est-ce que je touche, où est-ce que je suis assis, je suis debout, j'ai le bras levé, j'ai les mains fermées. C'est vraiment un sens indispensable. Le système vestibulaire aussi, qui lui donne l'information du corps en mouvement. Donc, c'est vrai que je donne souvent l'exemple aussi de quand on est dans un... Donc, ça fonctionne, le système vestibulaire, il fonctionne avec l'oreille interne. Quand on est dans un train, par exemple dans une gare, pour donner l'exemple du mouvement, en fait, parce que le système vestibulaire est intimement lié aussi à notre système visuel qui nous trompe. Parce que quand on est en mouvement, notre corps sait qu'on est en mouvement parce qu'on a des cils dans l'oreille interne qui bougent avec le liquide et qui nous permettent de savoir qu'on est en mouvement. Mais au niveau de notre vue, des fois, on peut être un peu tronqué. Parce que donc, par exemple, dans une gare, on est assis dans notre train et on voit le train qui est à côté de nous qui part. Et ben, on a l'impression, au niveau de notre information corporelle, qu'on est en déplacement, que notre train se déplace. Alors que pas du tout, c'est le train qui est à côté. Mais notre information visuelle va nous tronquer au niveau de notre information de l'oreille interne parce qu'il va penser qu'on est en déplacement. Mais voilà, c'est un peu des sens des fois qui sont un petit peu liés aussi ensemble. Et enfin, le système interoceptif, ce que je vous disais tout à l'heure, tout ce qui est sensations internes, la satiété, la faim, d'avoir trop mangé, d'être fatigué aussi. C'est des sensations vraiment internes à la personne. Donc là, je vais vraiment parler de chaque sens. Je vais vous décrire chaque sens et comment les personnes peuvent être au niveau hypo-hyper. Donc au niveau du sens de l'audition, il y a donc l'hyperacousie, c'est une hypersensibilité au bruit. Le sommeil, les personnes peuvent avoir un sommeil très léger, peuvent avoir des difficultés de concentration parce que dès qu'il y a un bruit de fond, un bruit de chaise, un bruit des voitures à l'extérieur, ça peut vraiment être très difficile pour les personnes. Elles vont se décentrer de ce qu'elles font pour le bruit. Donc, souvent, ces personnes-là vont avoir un comportement d'évitement. Donc, comme je vous disais, se boucher les oreilles, fuir certains lieux, s'isoler, couvrir des bruits. Il y a des personnes qui vont aussi faire du bruit, qui vont crier ou faire des bruits qu'elles contrôlent pour couvrir des bruits qu'elles ne supportent pas. Voilà. Il y a aussi l'hypoacousie. Donc là, c'est pas vraiment
un trouble de l'intégration sensorielle, mais je trouve que c'est intéressant aussi de voir l'hypoacusie parce que c'est une difficulté de perception. La perception au bruit donc, est à moins de bruit, il y a un manque de réaction au bruit, avec certains sons et la voix des personnes aussi. Donc là, la personne elle va avoir besoin de compenser en faisant du bruit, en se collant des fois l'oreille au haut-parleur, en tapant, en criant, en augmentant le son de la télévision, par exemple. Et donc, c'est vrai que ce que je mets un peu en bas, c'est de faire attention parce que souvent, les personnes qui vont être hyposensorielles au niveau auditif, elles vont vraiment écouter très fort la musique, mais le problème, c'est que leur organe auditif fonctionne bien, mais peut être endommagé à cause d'une écoute trop forte de musique ou de bruit au quotidien. Donc, il y a aussi au niveau de l'audition la possibilité d'avoir des personnes qui ont des surdités momentanées. Par exemple, c'est les personnes qui vont être dans une stimulation visuelle ou même qu'elles sont en train de faire quelque chose, d'écrire ou et ben, au niveau auditif, le message ne passe pas. Les personnes ne perçoivent pas du tout ce qu'on va lui dire et les bruits autour, quoi. Difficulté à sélectionner l'information auditive aussi. Donc, comme je vous disais, là, les personnes qui ne parviennent pas à occulter le bruit de fond, des personnes qui vont être vraiment gênées par l'écoulement d'eau dans les canalisations, des bruits peut-être fins, mais qui sont liés à des détails, mais qui peuvent vraiment mettre en difficulté les personnes. Donc, au niveau des aménagements, il peut y avoir aussi des aménagements au niveau de ces troubles auditifs. Pour les personnes qui sont hyperactives, c'est important de travailler sur un environnement calme, avec peu de résonance. C'est vrai que des fois, c'est intéressant de travailler sur le sol aussi, avoir un sol qui est peu bruyant ou même des chaussures qui ne sont pas forcément bruyantes quand on se déplace. C'est important d'avoir des temps de diète auditive. Alors ça, c'est vraiment des temps des personnes qui peuvent être hypersensibles au niveau auditif, mais qui peuvent vivre dans un quotidien avec d'autres personnes. Mais par contre, à un moment donné dans la journée, il leur faut un temps de calme, un temps vraiment de repos sans bruit pour redescendre un peu les seuils, redescendre un petit peu la charge sensorielle qu'il peut y avoir. Du coup, il y a l'espace de travail aussi qui peut être important, d'aménager les balles de tennis sous les chaises. C'est vrai que des fois, on n'y pense pas, mais rien que le bruit de la chaise quand on se rapproche d'une table, ça fait du bruit. Les petites balles de tennis, alors je crois qu'il y a quand même pas mal de monde qui ont cette technique-là, mais c'est bien de leur mettre en tête, de mettre des balles de tennis sous les pieds de chaise pour éviter que ça fasse du bruit. Donc, je mets aussi les chambres calmes, le double vitrage, diminuer les bruits de la VMC. Ouais, c'est toutes des petites choses qu'on ne se rend pas compte, mais qui, au quotidien, peuvent vraiment être difficiles à vivre pour beaucoup de personnes. Du coup, voilà. Après, il y a les musiques douces. Alors, c'est vrai que je propose des fois, oui, expliquer, pardon, d'où vient le bruit. C'est vrai que ça peut être important d'expliquer à la personne, elle entend un bruit, elle est agressée, mais d'expliquer, par exemple, c'est un avion qui passe, c'est le téléphone qui sonne, parce que ça permet déjà de savoir d'où vient ce bruit, ça permet déjà à la personne d'intégrer et de mieux appréhender son environnement. Donc oui, musique douce, je mettais musique douce pour des fois couvrir un peu des sons extérieurs. Il y a des personnes qui ont besoin d'écouter de la musique classique ou de la musique très douce qui permettent de créer une atmosphère plutôt calme au niveau sonore. Malgré la musique. Éviter le sèche-cheveux, parce que c'est vrai que c'est un bruit qui peut être assez agressif pour certaines personnes. Éviter les aliments bruyants, et oui, parce que ça, on n'y pense pas, mais en fait, les personnes qui peuvent être gênées rien que par des aliments, quand elles croquent, que ça mâche, le bruit intérieur au corps, ça peut vraiment être très, très agressif. Bien placer sa voix, donc voix douce, chuchoter, poser, chanter, vraiment pour que la personne, elle ait aussi, l'intonation de notre voix est quand même très importante. On n'est pas une voix qui monte dans les aigus ou qui même descend dans les graves, mais avoir une voix plutôt monocorde, plutôt posée pour parler aux personnes et parler en face aussi, parce que c'est important qu'elle voit la source sonore d'où elle vient. Et puis, bien sûr, le casque anti-bruit, qui, pour le coup, pour les personnes hypersensibles, est bien recommandé et
bien utilisé par certains. Mais alors, je ne l'ai pas mis dans ma liste là, mais pour des personnes qui ne supportent pas avoir quelque chose sur les oreilles parce que ça peut appuyer sur les oreilles, ça peut être très désagréable, il existe aussi des bouchons qu'on peut faire chez l'audioprothésiste pour faciliter aussi que ça soit vraiment dans l'oreille et pas à l'extérieur de l'oreille pour diminuer vraiment les décibels. Donc, vous voyez, au niveau des hypersensibles, il y a quand même pas mal d'aménagements à faire. Il y a pas mal d'aménagements possibles, en tout cas. Et tout ça, c'est à évaluer, je vous dirai à la fin avec les bilans, mais tout ça, on le sait grâce au bilan aussi, si la personne, elle est hyper ou hyposensorielle. Et pour les personnes qui sont hyporéactifs ou hyposensibles, donc c'est aussi important de bien poser sa voix. Parce que les personnes ont besoin d'entendre, donc on les stimule aussi par rapport à l'audition. Donc, parce que c'est vrai que celles qui sont hyposensibles, elles ont un seuil plus haut et peuvent moins entendre aussi. Donc, c'est aussi important de porter notre attention, qu'elles aient leur attention quand on parle. Et puis, les temps musicaux, activités musicales, de la percussion, de la musique, du chant, ça peut être très, très intéressant. Donc, je mets d'autres propositions aussi. J'ai mis différents instruments de musique, le balafon, kalimba, le handpan. Alors ça, le handpan, c'est un instrument de musique. Donc, c'est celui qui est en bas à droite au niveau de l'écran. C'est aussi un instrument de musique qui peut être utilisé chez les personnes qui sont hypersensibles. Ça fait vraiment une musique très, très douce. Et c'est très, très agréable, c'est très enveloppant au niveau sonore. Donc, c'est vraiment un instrument que je recommande pour tout type de personnes, même hyposensibles ou hypersensibles. Ça peut être très, très agréable. La musique, donc, je vous disais, chanter, les tubes sonores, casque de musique aussi. C'est vrai que ça peut être pas mal des fois d'avoir des personnes qui ont besoin d'avoir un casque. D'ailleurs, ça m'y fait penser, parce que je ne l'ai pas marqué non plus, mais des personnes qui peuvent être hypersensibles, qui ont un casque anti-bruit, mais qui ont aussi besoin des fois de s'envelopper au niveau sonore. Eh ben, aujourd'hui, on peut trouver des gros casques qui sont bien enveloppants. Et en fait, la personne, elle a directement sa musique dans les oreilles et ça la protège vraiment du bruit environnant. Ça peut être aussi très intéressant comme aménagement pour les personnes hypersensibles. Des jeux d'imitation avec le corps, les bâtons sonores, les lotos sonores, enfin voilà, tout ce qui peut être des jeux de musique, de son, pour les personnes qui sont hyposensibles, c'est vraiment conseillé. Et eux, ils adorent ça. Je reviens en arrière, parce qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut que je vous dise aussi. Au niveau auditif, ce qui peut être intéressant, c'est l'habituation aussi. Alors, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé là, mais on peut travailler sur l'habituation. On peut dire aussi désensibilisation, c'est-à-dire les personnes qui peuvent être hypersensibles au niveau auditif. On peut travailler progressivement sur l'habituation au niveau sonore. Mettre des petits bruits plus ou moins forts quotidiennement, mais c'est vraiment à travailler en séance, que ça soit régulier et organisé, c'est-à-dire qu'on ne met pas du bruit pour que la personne s'habitue au bruit. Mais progressivement, peut-être on met des petits bruits blancs et après on change de son, on se familiarise. Il m'est arrivé aussi d'être avec des personnes qui étaient hypersensibles au bruit de l'orage. L'orage, je ne supportais pas. Et ben, c'est vrai que c'est des propositions de faire des lotos sonores ou un peu dans un jeu ludique, mettre des bruits d'orage, mettre des bruits d'animaux pour montrer que finalement, on peut se familiariser. Parce que il y en a beaucoup aussi qui sont très sensibles au bruit, mais qui ont une grosse réaction émotionnelle. Donc, si on travaille aussi sur l'émotion, sur l'habituation au niveau émotionnel, de manière ludique, elles peuvent déjà se familiariser un peu plus au niveau du bruit. Du coup, voilà. Je peux avancer mon PowerPoint. Ah, non, si, c'est bon. Du coup, le sens visuel. Donc, pour les personnes qui sont hypersensibles, ça va être des personnes qui vont être gênées par les mouvements. La foule, ça peut vraiment être quelque chose qui peut les déranger. Le mouvement de couleurs, de personnes,
Le regard aussi, ça peut être difficile de regarder dans les yeux. Les images en mouvement, la lumière qui est flashy, les néons. C'est vrai que c'est important de travailler aussi sur la luminosité dans les pièces. Parce qu'il y a des personnes, il n'est pas possible d'avoir des choses trop agressives. Les couleurs, les contrastes aussi. C'est vrai que pour beaucoup, maintenant, on réfléchit de plus en plus en disant bah, que les murs, il faut des couleurs plus pastel et moins des couleurs flashy. Il y a des personnes qui sont... il y a je pense à une Asperger qui, elle, a besoin de voir le monde en bleu, qui porte des lunettes bleues d'ailleurs parce que voilà, le monde lui paraît moins agressif visuellement si c'est bleu. C'est une couleur plus neutre et plus calme pour elle. Et donc, ça va être, on peut détecter les personnes qui sont hypersensibles, ceux qui vont beaucoup se cacher, qui peuvent avoir la tête baissée, qui vont vraiment être perturbés par, par les détails. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les personnes qui vont voir les traits sur les murs, les miettes au sol, la poussière sur les manteaux. Donc ça, c'est vraiment des personnes qui vont être hypersensibles. En tout cas, on le sait. Moi, souvent, quand je vois une personne qui va faire ça, je me dis, ah, elle est hypersensible au niveau visuel. Donc c'est vrai que c'est plus facile de détecter et après de pouvoir aménager son quotidien. Et pour les personnes hyposensibles, donc c'est les personnes qui vont plutôt manquer de réaction, qui vont, par exemple, va y avoir des choses lumineuses ou une personne qui va arriver, qui va mettre un objet dans les yeux, il ne va pas y avoir le réflexe de reculer ou de clignement des yeux. Ça peut être aussi des personnes qui vont se cogner au mur parce qu'elles ne vont pas vraiment voir, elles peuvent se perdre dans les lieux familiers. Et puis, les personnes qui vont rester bloquées sur des objets, sur des personnes, sur le regard, sur l'environnement. Et donc, les personnes qui sont hyposensibles vont avoir un comportement donc, de recherche. C'est ceux qui vont chercher la lumière, qui peuvent des fois essayer de regarder le soleil, en tout cas le ciel, les couleurs, les choses qui brillent. Moi, j'ai eu des personnes en séance qui allaient regarder le sablier, regarder le sable qui coule. Stéréotypie des mains, comme je vous disais aussi. Les objets, on peut voir des personnes qui vont remuer des objets devant les yeux, qui vont cligner des yeux aussi. Il y en a qui peuvent mettre les doigts dans les yeux. Enfin voilà, il y a vraiment des comportements un peu spécifiques chez chaque personne au niveau sensoriel. Donc l'aménagement, donc si vous voyez que la personne elle a une hypersensibilité, il y a tout un aménagement qui est possible. C'est d'éviter donc trop de stimuli visuels. C'est vrai que des fois, on propose dans les lieux de vie où il y a beaucoup de monde, des paravents, des murs, mettre une personne face à un mur pour éviter justement qu'elle ait tout le monde à regarder ou le mouvement et permettre de vraiment créer un cadre visuel. Pensez donc à diminuer la luminosité, éviter les surcharges de couleurs, les contrastes aussi. Alors, je mets les pictos parce que, en fait, selon les particularités sensorielles de la personne, il y a des pictos qui peuvent être intéressants de proposer, c'est-à-dire éviter les contrastes trop importants et avoir des pictos, soit une image, soit des choses sans couleur, neutres, vraiment en fonction de la personne. En tout cas, c'est des choses à avoir en tête. Donc, les plannings aussi, en lien avec les pictos. Les feuilles de travail. Donc, c'est aussi des personnes qui, par contre, auront besoin, c'est les personnes qui sont hypersensibles, ça va être aussi des personnes qui auront besoin que les objets aient une place. Par exemple, il faut que toujours cette boîte, elle soit à cet endroit-là, que ce crayon, il soit à cet endroit-là, que la feuille soit comme ça. Des personnes qui vont aimer que les feuilles soient alignées, que les tables soient alignées, soient centrées. C'est vraiment besoin de linéarité au niveau visuel. Et donc, du coup, c'est important d'aménager leur quotidien. Voilà, ça va être, OK, elle a besoin que cette bouteille, elle soit à cette place-là. On va la mettre tout le temps à cette place-là. Et éviter de la déplacer parce qu'on sait que ça peut la mettre à mal. C'est vraiment respecter ses particularités sensorielles, en tout cas ses spécificités.
Donc voilà, pensez aussi à proposer la même vaisselle. Alors je mets ça parce que des vaisselles avec des contrastes, des formes, des fleuritures, ben, on n'y pense pas, mais finalement, quand on mange, les personnes qui vont être hypersensibles vont être gênées aussi par toutes ces couleurs. Moi, ça m'est arrivé de rencontrer aussi des personnes qui vont manger toujours de la même couleur. Ça aussi, c'est important des fois de penser que l'alimentation, si la couleur de l'alimentation peut être important pour les personnes qui sont hypersensibles. Et voilà, je mets aussi Pito pour chaque espace sur les portes parce que c'est des personnes qui ont besoin d'être organisées au niveau de leur espace. Cet espace-là, c'est l'espace de la salle de bain, par exemple, ou un autre lieu. C'est vraiment des personnes qui ont besoin que chaque espace soit vraiment catégorisé, en tout cas. Et puis, bah, voilà, les lunettes teintées, les lunettes de soleil, les casquettes, ça peut aider. Je vois quand les jours où il fait beaucoup de soleil, alors pas comme aujourd'hui, mais les jours où il y a beaucoup de soleil, les casquettes, les lumières teintées, ça peut être déjà intéressant de baisser un peu la luminosité. On a aussi, là, j'essaye en ce moment un peu des lunettes où il y a des visières sur les côtés pour aussi que les personnes soient. Alors, quand l'environnement, quand on sort, bah, il n'y a pas forcément de mur. Et déjà, au niveau visuel, si c'est un peu caché sur les côtés, eh ben, ça permet déjà à la personne d'avoir un chemin déjà directif et d'être un peu plus centré au niveau visuel. Donc voilà, pour les personnes hypersensibles. Après, j'ai fait cette liste-là, mais il y a toujours selon les spécificités de la personne, la liste est non exhaustive. Il y a vraiment, c'est adapté à chacun. Mais c'est pour vous apporter des petites idées pour des personnes que vous rencontrez, que vous avez au quotidien et qui ont besoin d'aménagement. Pour les personnes qui sont hyporéactives, c'est augmenter les contrastes. Alors là, c'est tout le contraire. Là, ça va être des personnes qui ont besoin de luminosité, qui ont besoin de contraste. Donc, les tissus Vichy à proposer. J'ai mis les écrans d'ordinateur parce qu'il y a quelque chose de lumineux et qui peut aussi les stimuler. Les objets contrastés, donc les objets lumineux aussi. Alors, à faire attention, bien sûr, avec les personnes qui peuvent avoir des risques d'épilepsie. Mais il peut y avoir des choses visuelles qui sont sans clignotement. Les plans de travail inclinés aussi, parce que c'est plus proche du regard. Un environnement clair, épuré, rangé aussi, parce que ça permet de, si une personne elle est en train de travailler, il faut que ça soit vraiment, qu'elle se concentre sur son travail et donc que ça soit assez clair devant elle. Et puis il y a des personnes qui ont besoin de lumière aussi la nuit, d'avoir toujours une stimulation visuelle vers elles. Et j'ai aussi d'autres propositions, comme des parcours lumineux avec des cerceaux. Donc, pas hésiter, là, il faut mettre de la couleur, des choses lumineuses, les fibres optiques. Donc là, ça me fait penser aux salsnozelen, les personnes qui sont hyposensibles au niveau visuel. Les salsnozelen, c'est l'idéal avec les colonnes à bulles, les fibres optiques, plein de choses. Enfin, je dis salsnozelen, mais ça peut être espace sensoriel, bien sûr. Des bouteilles en plastique, donc j'ai mis avec coloré paillettes, je vous ai mis un petit exemple. À faire soi-même, c'est vraiment pas compliqué. Et vraiment, il y a des personnes qui vont passer des heures à regarder des bulles, à regarder, alors pas des heures, mais qui en tout cas sont vraiment intéressées par ça. Et ça se fait très très bien maison. J'ai mis les crayons laser pour si on a besoin de travailler sur l'attention visuelle pour certaines personnes qui sont hyposensibles. Et ben, c'est intérêt de montrer qu'est-ce qu'on veut montrer à la personne, qu'elle puisse suivre le crayon laser. Les mandalas, parce que le mandala, c'est plein de couleurs, si on les colorie, c'est plein de formes, les fibres colorées. Et le jeu du lynx, pareil, qui, du coup, comme il y a plein de formes, il y a plein de choses dessus, c'est intéressant de stimuler au niveau visuel avec le jeu du lynx. Donc voilà, au niveau de la vision, et il y a plein de choses à travailler par rapport à ça aussi. Donc là, on va passer sur le sens gustatif. Donc, les récepteurs du goût, c'est les papilles qui sont à l'intérieur des joues, du palais et de la gorge. Et donc, la langue, elle nous permet aussi de détecter tout ce qui est saveur, température, texture. Parce que la texture est aussi importante. En fait, au niveau gustatif, il y a donc tout ce qui va être sucré, salé, acide, l'amer, les épices, le umami aussi, bien sûr, la cinquième saveur. Donc ça, je vous ai bien tout décrit.
Mais c'est vrai que la texture, c'est intéressant. Donc, c'est plus le sens tactile à l'intérieur de la bouche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le goût, il n'y a pas que les saveurs, il y a aussi qu'est-ce que ça procure comme sensation au niveau de la bouche. Et ça, je dirais que pour faire un peu écho, le Covid ne nous a pas apporté des choses très positives, mais depuis qu'il y a eu des personnes qui ont le sens gustatif et olfactif affaibli à cause du Covid, on s'est rendu compte de l'importance de ce sens. Et on le travaille de plus en plus justement au niveau de la température des textures. Pour les personnes qui ont besoin de retravailler, de la rééduquer un petit peu ce sens-là, et ben on se rend compte que voilà, là, jouer sur les températures, les contrastes de goût, les épices, les textures, ça permet de retravailler un petit peu les capteurs sensoriels dans la bouche. Donc c'est aussi très très important tout ça au quotidien. Et donc le goût, comme je le mets à la fin, c'est aussi développé par l'odorat. Parce que bien sûr, vous le savez, le goût, c'est tout ce qui va être donc, acide, sucré, salé. Et l'olfactif, ce qui est au niveau du nez, en fait, le nez, ce qu'on a en bouche, c'est vraiment que le goût. Et c'est l'olfactif qui va nous permettre de dire, ah oui, ça c'est du café, ah oui, ça c'est plus qu'est-ce que je pouvais, c'est de la salade par exemple, c'est un autre repas. Mais c'est vraiment, là, je vous parle vraiment que de la bouche pour le moment. Donc au niveau gustatif, les personnes qui vont être hypersensibles, c'est des personnes qui vont être vraiment une perception exagérée des goûts, des aliments. Elles peuvent avoir facilement des hauts le cœur, être écœurées. Et c'est des personnes qui vont avoir une grande sélectivité alimentaire. Donc, qui vont moins manger ou qui vont trier d'un côté des aliments, de l'autre. Ça va être un peu plus des personnes difficiles à satisfaire, on va dire. Mais du coup, c'est vrai que ça peut être intéressant. Ça m'est arrivé de faire des fiches d'observation au niveau alimentaire pour pouvoir vraiment capter qu'est-ce que la personne préfère au niveau gustatif, au niveau texture, au niveau olfactif. Et du coup, on peut un petit peu orienter aussi, préparer des repas. Alors, des personnes, par exemple, que j'ai pu accompagner qui n'avaient pas de difficulté de déglutition, mais qui, par contre, bah, ça a peut-être été intéressant de passer en aliment un peu plus mouliné, en tout cas un peu plus mou, parce qu'elles avaient moins de texture dure en bouche et elles mangeaient mieux en fait. C'est vrai qu'elles ne mangeaient plus beaucoup et grâce au fait qu'on mettait des aliments plus mous, les purées, des choses un peu plus moulinées, et ben, elles sont remises à manger. C'était vraiment les sensations de texture en bouche et de goût qui ne convenaient pas. Mais voilà, c'était vraiment chez une personne spécifique parce que toutes les personnes hypersensibles ne vont pas manger mouliné ou mixé. Mais là, c'était vraiment chez une personne où on se rendait compte que c'était important qu'elle mange et il fallait adapter son repas. Donc, chez les personnes qui sont hyposensibles, elles vont avoir peut-être peu de plaisir à manger aussi. Elles vont peut-être être plus difficiles aussi à satisfaire, mais parce qu'on se rend compte que ce qu'elles mangent, eh ben, ça n'a pas forcément beaucoup de goût, de saveur pour elles. Et ça va être des personnes qu'on va se rendre compte qui vont mettre des objets qui sont non comestibles en bouche, donc des choses voilà, qui ne sont pas normalement comestibles. Donc ça m'est arrivé de voir des personnes, bah, voilà, de l'herbe, des feuilles, des objets, de besoin de tout stimuler avec la bouche. Donc là, c'est vraiment des personnes qui sont en recherche de stimulation au niveau gustatif. Donc, pas hésiter à rajouter des épices, du poivre, du sel, de la moutarde aussi. C'est des personnes qui vont préférer les aliments forts en goût euh, parce que du coup, elles ont besoin de stimuler et donc stimuler leur seuil neurologique, comme on le disait tout à l'heure. Donc, je parle aussi du syndrome de Pica parce que donc, ça peut être différent quand même, le syndrome de Pica et de l'hyposensibilité gustative. C'est pas forcément, c'est lié parce qu'il y a des similarités, mais c'est pas forcément la même chose. Pour les aménagements, donc pour les personnes qui sont hypersensibles, donc le choix des aliments, le goût, la température, l'odeur, c'est important, comme je vous disais. Faire des petits morceaux aussi, donc vraiment qu'il y ait le moins de mâche possible pour la personne. Proposer des aliments séparés pour voir qu'est-ce qu'elle préfère ou pas. Laisser le temps à la personne, bien sûr. Et puis, je mets attention au choix du dentifrice parce qu'on n'y pense pas.
Mais il peut y avoir des dentifrices qui ont un goût très, très fort et qui peuvent vraiment être difficiles pour certaines personnes. Donc, ça peut être intéressant des fois de voir quel goût plus doux, plus agréable. En texture aussi, il y en a qui peuvent être plus pâteux, plus lisses. Enfin, vraiment, il y en a qui ont un effet mentholé. Enfin, c'est vraiment important de faire attention à ces petites choses-là. Pour les personnes qui sont plutôt hypo, donc en recherche de sensations, donc là, on peut faire varier les températures, l'eau pétillante et bien sûr, ça pour beaucoup de personnes, tout ce qui va être stimulation au niveau de la bouche, des choses pétillantes qui croquent. Des fois, on disait de manger des pâtes crues parce qu'elles ont besoin de mâchouiller des choses. Assaisonner, bien sûr, pour relever les épices. Stimulation donc, au niveau de la bouche, au niveau de l'oralité. Et puis, finger food pour certains qui ont besoin de manger aussi avec les mains. Alors, pas pour tout le monde, mais des fois, ça peut être intéressant. Et puis aussi, ce qu'on peut proposer, donc j'ai mis des ateliers culinaires, parce que ça permet de stimuler, de manger, de goûter, expérimenter. Je me dis aussi sortir au marché pour travailler sur les odeurs aussi, mais là, on est sur l'olfactif. Mais comme je vous disais, les deux sont quand même bien liés. Les chewy, alors ça, souvent, on me dit, mais qu'est-ce que c'est le chewy? Donc, c'est le petit objet vert. Et puis, j'en ai amené d'autres avec moi. Donc, ça, c'est des petits objets pour des personnes qui sont hyposensibles, qui ont besoin toujours de mâchouiller, de mettre des choses en bouche. Et ben, ça peut être très intéressant de proposer ça à mâchouiller parce que c'est comme un chewing-gum finalement. Et ça stimule les capteurs vraiment gustatifs, ça stimule vraiment au niveau de la bouche et c'est vraiment très intéressant pour eux. On a une personne qui aime beaucoup manger les tissus et ses vêtements et on s'est rendu compte depuis qu'on lui proposait des chewy qu'il il mangeait un petit peu moins ses vêtements. Alors, c'est pas magique, mais c'était déjà mieux. J'ai mis donc des sifflets, des flûtes harmonicales, langue de belle-mère, donc c'est ce qui est en bas à droite. Donc là, c'est pour vraiment stimuler et jouer avec toute la sphère orale. Des jeux d'imitation, des jeux avec le visage. Enfin, voilà, il y a plein de choses autour de la bouche à travailler. Donc voilà pour le sens gustatif. Alors le sens olfactif, je regarde l'autre qui là, je suis très bavarde. Il y a l'hypersensibilité. Donc, chez les personnes qui sont hypersensibles au niveau olfactif, ce sont des personnes qui sont gênées par les odeurs fortes, les lieux parfumés. Du coup, c'est vraiment important de faire attention à son odeur, au parfum, pas mettre trop de parfum avec des personnes qui sont hypersensibles. Et puis, voilà, je connais aussi des personnes qui ne vont pas supporter l'odeur du savon. Alors, on s'est rendu compte chez une personne qui ne se douchait pas. On se dit, bah mince, elle ne se douche pas, c'est pas terrible. Mais en fait, c'était pas qu'elle ne voulait pas être propre, mais c'était qu'on lui enlevait l'odeur corporelle avec des savons qui avaient une odeur artificielle et ça ne convenait pas du tout à la personne. Donc, pas hésiter à proposer des savons qui sont neutres au niveau odeur. Comme ça, la personne garde son odeur corporelle et ça la rassure. Parce que c'est vrai que ça peut être vraiment gênant pour des personnes. Donc, le comportement d'évitement, donc ça peut être les personnes qui sont hypersensibles, qui vont manger froid, parce qu'on s'est rendu compte que quand les aliments sont froids, eh ben, il y a moins de... L'olfactif fonctionne moins. En tout cas, les goûts ressortent bien moins. Donc, ça peut être intéressant aussi. De manger un peu froid et puis faire attention, voilà, s'éloigner des personnes, si on a trop de parfum, faire attention avec la distance aussi. Pour les personnes qui sont hyposensibles, donc ce sont les personnes qui vont avoir peu de réaction, peu de plaisir aux odeurs, qui ne vont pas être gênées par les odeurs fortes, les nourritures, et même quand elles sont voilà, un peu souillées, elles ne vont pas être forcément accommodées. Et c'est des personnes qui vont dans un comportement donc, de recherche, qui vont sentir les objets, qui vont sentir ce qu'elles mangent, qui vont avoir un comportement de flairage. C'est vrai que c'est vraiment typique. Alors, pour les personnes qui sont hyperactives, donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pas mettre trop de parfum sur soi ni dans une pièce, laisser le choix des aliments, les produits d'hygiène peu parfumés. Et pour les personnes qui sont plutôt hyposensibles, hyporéactives, laisser le choix des aliments aussi, les odeurs, proposer des parfums. Pour le coup, elles, c'est des personnes où on va pouvoir mettre du parfum, proposer des crèmes avec des choses qui ont de l'odeur. Des parfums d'ambiance aussi, ça peut être intéressant. Donc, après, j'ai mis aussi des lotos olfactifs, des boîtes à senteurs, le jardinage, sentir les arbres aromatiques. Il y a plein de jeux olfactifs qui peuvent être intéressants. L'auto des odeurs, c'est vrai que
Ça peut être un jeu intéressant aussi à travailler avec certaines personnes. Et j'ai mis les huiles essentielles avec parcimonie, bien sûr, parce que c'est pas pour tout le monde. Il faut faire attention avec les personnes épileptiques. Mais ça peut être intéressant parfois de sentir certaines odeurs avec les huiles essentielles. Alors, au niveau du tact, donc là, c'est aussi un sens très, très important. Donc, il y a différents capteurs au niveau de la peau. Et ces différents capteurs vont nous permettre de recevoir l'information d'un toucher léger, des pressions, de la douleur, du chaud et du froid. Donc, j'ai mis notre homoculus sensitif pour vous rendre compte un petit peu qu'en fait, dans notre corps, nos capteurs sensoriels vont être différents selon où est-ce qu'ils sont localisés. En fait, ce bonhomme qui a une grande langue, grande bouche et des grandes mains, on va se rendre compte qu'il est proportionnel aux capteurs tactiles de notre corps. C'est-à-dire que les mains, il y a beaucoup plus de capteurs au niveau de la langue, de la bouche, des mains, et peut-être un petit peu moins au niveau des pieds, au niveau du dos, au niveau des épaules. Donc, c'est vraiment pour se rendre compte qu'on va avoir une sensibilité différente par rapport aux zones de notre corps. Donc, voilà. Donc, c'est ce que je vous mettais. Donc, il faut faire attention aux personnes qu'on touche, où est-ce qu'on les touche, comment, pourquoi. Donc, les personnes qui sont hyposensibles, elles vont être gênées par le toucher. Donc là, vraiment, la proximité physique avec les autres personnes, ça va être très difficile. Elles ne vont pas supporter le textile, certains tissus, les étiquettes. C'est des personnes qui vont avoir du mal aussi pour la toilette, pour les temps d'hygiène. Il y a plein de... Voilà, les mains dans les poches, c'est ce que je mets parce qu'il y a des personnes qui, comme elles veulent éviter de toucher quelque chose, elles vont avoir les mains dans les poches ou alors elles vont avoir un objet dans les mains. Comme ça, elles connaissent la sensation, l'information tactile au niveau de leurs mains et elles ne sont pas surprises. Donc, elles se gardent un objet dans les mains. Les personnes plutôt hyposensibles, elles vont avoir peu de réactions de toucher, à la douleur aussi, au changement de température et ça peut même être des fois mise en danger. Elles peuvent tellement se stimuler au niveau tactile que ça peut être des fois un peu dangereux. Elles vont avoir des comportements donc, de recherche au niveau tactile, superficiel. Elles vont être tout le temps à toucher les gens, caresser, frotter, toucher ses cheveux, toucher les personnes, toucher les objets. Donc voilà, et ça peut même être des fois au point de se laisser tomber au sol, de se taper pour ressentir la sensation vraiment du corps. Donc chez les personnes qui sont hyper réactives, c'est important de laisser le choix du vêtement parce que il y a même des personnes qui vont avoir du mal à changer de vêtement parce que au niveau de leur information tactile, d'avoir le vêtement sur elles, qu'elles connaissent, qu'elles sont habituées et qu'elles apprécient, dès qu'elles vont changer de sensation, ça va être vécu très bien. Il faut se rendre compte que c'est des personnes qui vont avoir une sensibilité très importante. C'est-à-dire que nous, au quotidien, alors, le matin, on s'habille, on sent le vêtement, puis au fur et à mesure de la journée, on s'est habitué. Notre corps oublie la sensation. Eux, en fait, ça va être toute la journée qu'ils vont sentir peut-être un élastique sur la peau, l'un d'étiquette, et ils ne pourront pas faire abstraction de cette sensation. Donc, je mets aussi que c'est important d'avertir la personne avant de la toucher, qu'elle sache déjà d'où vient ce contact corporel, faire des touchés plutôt appuyés que superficiels, porter des vêtements doux. Donc là, souvent, les personnes vont quand même choisir leurs vêtements sans couture. Donc, pareil, les personnes qui vont mettre des chaussettes à l'envers parce qu'elles vont éviter la couture de la chaussette. Le pommeau de douche, donc c'est ce que je propose pour les personnes qui sont gênées par la douche, c'est de mettre un gant dans le pommeau de douche pour que le jet déjà soit un peu plus doux. Il y a les brosses à dents aussi qui sont importantes de voir au niveau de la bouche, comme je vous disais tout à l'heure qu'il y a le tactile au niveau de la bouche. La brosse à cheveux, couper les ongles après le bain aussi, parce qu'on a les ongles qui sont plus souples, donc moins douloureux pour certaines personnes de couper après le bain. Pour les personnes qui sont hyperréactives, donc pareil, alors là pour le coup c'est choisir des vêtements plutôt serrés au niveau hypo pour sentir vraiment aussi leur corps et les sensations, proposer des massages bien sûr, des objets tactiles. Donc, je vous ai mis après d'autres propositions d'objets tactiles. La brosse à dents électrique, donc là, ça va être toutes les sensations tactiles, les appuis du dos aussi. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Le vibreur, donc c'est ce que je vous mets juste après. Non, je ne l'ai pas mis là tout de suite. Donc, je vous le dis maintenant. Donc, pour les objets tactiles,
Il y a plein de choses. Il y a les brosses Wilberger, le masseur vibrant. En fait, toute matière, la balle à picot, qui peut être stimulant, et ben, c'est des personnes qui vont adorer les massages avec tous ces objets un peu différents. Donc, je parle aussi des capteurs de la douleur, parce que c'est des personnes qui sont hyposensibles, qui vont pas donner l'impression qu'ils ont mal. Donc, ça peut être des fois même dangereux parce qu'elles peuvent se faire mal et on ne se rend pas compte. Donc, elles ont une difficulté à identifier aussi la douleur localisée, difficulté à l'exprimer parce que elles ne sentent pas leur corps en fait. Donc, c'est vrai que je mets un petit peu, ça va être des personnes comme elles vont avoir des fois des troubles du comportement parce qu'elles ont mal, mais elles ne vont pas se rendre compte qu'elles ont mal. Donc, pas hésiter à utiliser l'échelle de la douleur, la grille Jedi, pour évaluer un petit peu justement la douleur. Mais ça, je crois que vous voyez dans un autre webinaire. Donc, ça fait un petit. Qui a déjà eu lieu. Ah, qui est en rediffusion, qui est en replay. La grille Jedi, très intéressant. Donc, voilà, pour le toucher, donc, je vous parlais des panneaux sensoriels. Je ne vous ai pas parlé des panneaux sensoriels, mais il y a ça aussi. Les pâtes à modeler, les plumes, les massages, les bacs à graines, les ateliers de tissus avec différents tissus. Donc ça, tout ça, il faut y aller sans hésiter en stimulation tactile. Donc au niveau proprioceptif, je vous disais tout à l'heure que c'était un sens très très important. Donc c'est la perception de notre corps. Alors avec la vision, le tact, elle participe donc à la connaissance de notre schéma corporel. C'est ce qui nous permet de vraiment savoir quel espace prend notre corps dans notre environnement. Nous permettent donc de ressentir notre posture, de percevoir les positions et le mouvement des différentes parties du corps dans l'espace, de percevoir notre force. Et elle joue aussi un rôle important donc, dans la sensation que nous avons de notre propre personne. Donc, c'est vrai que le proprioceptif, c'est vraiment le sens pour moi, vraiment de base. C'est notre tonus, c'est notre énergie corporelle, c'est notre connaissance dans l'environnement, c'est ce qui nous permet de nous déplacer au quotidien, de savoir, bon, je vais porter un saladier, et ben, c'est notre sens proprioceptif qui va tout de suite prendre conscience de notre mouvement et de notre force pour prendre un saladier, par exemple. Donc, la problématique chez les personnes, donc en fait, les troubles proprioceptifs, on le retrouve surtout chez les personnes qui sont hyposensibles. Donc, c'est des personnes qui vont avoir une faible conscience et investissement corporel, une forme de maladresse, des troubles praxiques, une mauvaise régulation du tonus et une force peut-être même amoindrie, une fatigabilité à l'effort. C'est des personnes qui on sent que le corps, comme s'il était lourd à porter et difficile. Elles manquent de tonus, elles manquent de force au niveau de leur corps. Donc la personne qui va être hyposensible, elle va rechercher les pressions profondes, elle va chercher les appuis, être toujours contre une personne, une couverture. Elle peut rester allongée sur le sol aussi pour sentir vraiment le poids de son corps le long du sol. Va chercher à déplacer des objets lourds. Donc voilà, je vous ai mis plein de choses vraiment différentes. Faire de la percussion aussi sur le corps, marcher sur la pointe des pieds. Donc ça, oui, c'est des choses qu'on retrouve beaucoup chez les personnes avec autisme, marcher sur la pointe des pieds, parce que ça crée vraiment des sensations au niveau du mollet, d'étirement et de prise de conscience vraiment plus intérieure au corps. Voilà. Après, donc, ce qu'on peut proposer pour les personnes qui sont hyposensibles, les piscines à balles, bon, ça, tout le monde n'a pas ça chez soi, bien sûr, mais il y a le sac de danse. Donc, sac de danse, c'est le sac c'est l'image que vous voyez en bas à gauche. Donc, c'est un tissu élastique en lycra. La personne peut se mettre dedans et elle peut s'étirer, elle peut danser. Il y a vraiment une sensation de contenance dans ce sac. Massage avec des pressions profondes, tapotement, relaxation. Bien sûr, les objets vibrants. Ça, c'est vraiment quelque chose, en tout cas, moi, dans mon quotidien, c'est indispensable d'avoir des objets vibrants pour vraiment sentir la sensation profonde du corps. Tissu pour l'enveloppement. Donc, on peut créer des sensations d'enveloppement, de portage avec des tissus. Et puis après, il y a tout ce qui est balnéo, piscine, sport, parcours moteur, psychomoteur. Tout ce qui peut être activité physique va forcément faire développer et travailler tout ce qui est proprioceptif. Donc, quand on parle de proprioceptif, on parle aussi des fois de couverture lestée. Donc, je fais une petite aparté sur la couverture lestée parce qu'on entend de plus en plus parler. Mais c'est vrai que c'est un objet quand même qu'il faut utiliser avec parcimonie et puis avec un protocole. Donc, on s'est rendu compte que
Donc, la pression profonde que pouvait apporter la couverture lestée pouvait stimuler donc la dopamine et la sérotonine dans le cerveau. Et il y a eu plein d'études et de recherches sur ça qui montraient que ben, ça favorisait l'endormissement, la relaxation, la détente. Vraiment de se sentir contenu et enveloppé, ça abaissait beaucoup de tension au niveau du corps. Donc, c'est vrai que c'est un objet qui est vraiment très, très intéressant. Donc, je mets couverture lestée, veste lestée. Ça peut être aussi il existe des petits coussins avec des petits animaux lestés qu'on peut mettre sur les épaules. Mais voilà, je mets attention parce qu'il ne faut pas que ça dépasse 10% du poids du corps de la personne. Et il faut que ça soit vraiment en supervision avec une personne, que ça ne soit pas laissé à la portée de main comme ça. Et l'idéal, c'est quand même d'avoir un protocole d'utilisation parce qu'on ne laisse pas une personne des heures avec une couverture ou un objet lesté. Parce que la problématique, si on laisse trop longtemps la personne, c'est qu'elle sentira moins ses sensations de lourdeur de l'objet. Elle va s'habituer justement au poids. Et ce n'est pas l'objectif qu'on cherche. Donc, c'est important de faire ça sur un temps défini. Du coup, le sens vestibulaire. Donc là, je vous ai mis une petite image d'une oreille pour vous montrer où était l'oreille interne. Donc, c'est dans l'appareil auditif, on trouve donc le vestibule. Et c'est ce qui permet vraiment de détecter le mouvement du corps quand la tête bouge, quand le corps bouge. Donc, c'est le liquide au niveau de l'oreille interne avec les cils qui nous permettent de transmettre cette information au cerveau. Et donc, c'est ce que je vous mets en disant que ça contribue à la sensation du mouvement et de l'équilibre et qui est secondé par la vision. Comme tout à l'heure, je vous expliquais avec l'histoire du train, qui peut des fois un peu nous tromper. Donc, le sens vestibulaire, chez les personnes qui vont être hypersensibles, ça va être des personnes qui vont être gênées par les mouvements, par les déséquilibres, qui vont avoir peur de tomber, qui vont être mal à l'aise aussi dans les escaliers, qui peuvent être gênées par les transports. Elles aussi, le mouvement autour d'elles peuvent créer vraiment un étourdissement et une sensation désagréable. Elles vont plus chercher à s'agripper, à se tenir aux autres pour se sentir plus stables. Donc, elles vont être dans l'évitement aussi, bien sûr, des escaliers, des tapis roulants, des ascenseurs, des hauteurs, des lieux agités, des transports. C'est vraiment des personnes qui vont apprécier être assis, posés dans un canapé, contenus plutôt qu'être dans le déplacement. Alors que les personnes plutôt hyposensibles, elles, ça va être le contraire. Comme elles vont avoir peu de perception du mouvement, elles peuvent donc se heurter aux objets, aux personnes. Elles vont même être dans une recherche de mouvement. Donc, comportement de recherche, faire des balancements, de mouvements, bouger, tourner, courir, faire des tours sur elles-mêmes aussi. Enfin, c'est des personnes qui vont être en mouvement toute la journée. Et donc, pour les personnes qui sont hypersensibles, comme aménagement, on peut proposer donc des lieux calmes. En fait, concrètement, les personnes qui sont hypersensibles, elles se connaissent aussi bien, je pense, au niveau vestibulaire et d'elles-mêmes, en fait, elles vont avoir un comportement à s'isoler et à se poser dans un endroit en bougeant pas beaucoup. Parce elles savent qu'elles sont mieux dans cette sensation-là corporelle. Donc, position assise, souvent, voilà, il faut qu'elles aient les pieds qui touchent le sol, qui est vraiment une sensation d'ancrage au sol. Des personnes qui peuvent être gênées par les changements de sol aussi, elles vont avoir une sensation de vertige, mais ça, c'est lié aussi avec le sens visuel. Je propose des matelas au sol, c'est vraiment des personnes qui vont avoir besoin d'être dans un ancrage pour sentir le moins de mouvement possible. Donc, c'est pour ça que je parle aussi de vêtements lestés. Ça peut favoriser ça aussi, ça peut permettre de les canaliser au niveau corporel. Pour les personnes qui sont hyposensibles, donc ne pas hésiter à faire des travails. Donc là, je le mets avec des gros ballons. Donc je propose des fois des protocoles vestibulaires avec des gros ballons, des rocking chairs, où là, on fait des mouvements. La personne, pendant un temps, elle va sauter, elle va tourner. Et pour moi, ça m'arrive en séance. Donc, je commence par ça. Le protocole vestibulaire chez une personne qui a besoin de mouvement. On saute, on saute, on saute, on saute, on fait du mouvement, on se défoule au niveau vestibulaire. Et après, c'est une personne qui généralement sera un peu plus concentrée pour l'activité après. Alors, je vois que j'ai un message. Pour les personnes qui sont plutôt hyperactives, je dirais plutôt mou parce que je pense que c'est vraiment une sensation de contenance chez les personnes qui vont être hypersensibles.
faut vraiment qu'elle soit enveloppée. Et donc, pour les propositions d'activités, donc là, j'ai une liste non exhaustive, bien sûr. Pour tout ce qui va créer du mouvement, en fait, ça va être du plaisir pour les personnes qui sont hyposensibles. Donc, j'ai mis toupie, hamac, balancelle, gros ballon, la planche à bascule, les espaces et toboggans, trottinettes, voilà, chaise de bureau aussi, tout simplement. Tourner sur une chaise de bureau, ça peut être beaucoup de plaisir pour les personnes qui sont en recherche de sensations. Et puis, alors j'ai mis le coussin gonflable WAF. Alors là, je l'ai pas. Ah oui, si, il est en photo en haut. Donc ça, c'est vraiment pour. C'est pareil, c'est un peu ça rebondit un petit peu. Il y a un effet contenant quand on se met dedans et ça rebondit un peu. Donc ça peut être aussi très intéressant. Le trampoline. Enfin voilà, c'est une liste d'activités qui peut beaucoup plaire aux personnes qui sont dans une recherche de sensations vestibulaires. Euh, alors, hop, je me remets là. Voilà. Donc, je vais finir par les interocepteurs. Donc, ce que je vous disais, c'est toutes les sensations internes au corps. Donc, ça, c'est vrai que c'est des sensations qui peuvent être difficiles à évaluer parce que c'est vraiment interne. C'est difficile de capter pourquoi la personne elle va être mal à un moment donné. Des fois, ça peut nous aider vers 11h30 en disant, bon, ben, on voit qu'elle s'agite à cette heure-là. Bon, c'est quelqu'un qui peut être hypersensible à ce niveau-là. Donc, elles vont être gênées par leurs sensations corporelles, faim, soif, digestion, respiration aussi. Ça peut être aussi des personnes qui vont être gênées donc pour les réactions émotionnelles neurovégétatives, c'est-à-dire elles vont rougir, cette sensation d'être mal à l'aise, ça va être vraiment très, très difficile à accepter. Donc voilà, ça va être des personnes qui vont être dans l'évitement de certains aliments. Parce que donc, c'est aussi des personnes qui peuvent être gênées par les ballonnements, par exemple. Donc, bon, elles savent qu'elles ne vont pas manger du chou ou des choses comme ça parce qu'elles ne supporteront pas les sensations que ça va leur faire. Mais ça, c'est vraiment chez des personnes qui ont une capacité d'analyse de leurs propres sensations. Ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre de sélectionner ces aliments. Donc, il y a des personnes qui vont aussi éviter les situations où ça augmente le rythme cardiaque, pas supporter de sentir son cœur qui va vite. Voilà, on ne se rend pas compte, mais c'est des petites sensations qui peuvent être vraiment désagréables. Et pour les personnes qui sont plus hyposensibles, donc elles vont avoir peu de perception, peu de réaction de leurs sensations, et donc elles vont être plutôt passives au niveau de leurs sensations, mais donc en recherche aussi pour d'autres, où là ils vont chercher à beaucoup manger, ou alors à avoir peu de sommeil, ou alors beaucoup dormir. Enfin voilà, ça va être un peu selon la sensibilité de chacun. Donc voilà, et donc je vous ai fait toute une petite liste des sensorialités, mais comment évaluer la sensorialité sans un bilan sensoriel? Alors je mets quand même le bilan psychomoteur, les observations cliniques, parce que c'est vrai, bon, moi au quotidien, comme je suis psychomotricienne, c'est ce que je fais. Mon bilan psychomoteur déjà me permet d'un petit peu voir aussi au niveau de l'environnement de la personne, comment elle perçoit son environnement. Et puis après, il existe d'autres évaluations. Donc vous pouvez trouver aussi l'ESA, qui est l'évaluation sensorielle de l'adulte autiste, qui est aussi très intéressante parce que c'est une évaluation qu'on peut faire à l'instant T avec la personne en séance. C'est-à-dire, on a une petite mallette sensorielle avec des objets lumineux, visuels, tactiles. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Gustatifs aussi. Et en fait, on va proposer les objets et on va voir la personne comment elle va réagir. Est-ce qu'elle va être dans l'évitement? Est-ce qu'elle va être dans la recherche? Donc, c'est vraiment un bilan intéressant. Donc, il y a le profil sensoriel de Dunn aussi. Donc, je vous ai un petit peu parlé du système, du fonctionnement de l'intégration sensorielle de Dunn. Mais il y a aussi donc, le questionnaire. Donc, je mets à remplir. Donc là, pour le coup, c'est un bilan qu'on fait. Alors, c'est un questionnaire avec 190 thèmes et c'est sans la personne. Donc, c'est un questionnaire sur le quotidien où on va demander, par exemple, aux parents ou aux équipes ou à la personne, en disant est-ce qu'elle est gênée, elle va réagir de manière agressive quand il y a un bruit soudain, est-ce qu'elle va avoir besoin de se tourner sur elle-même au cours de la journée, est-ce qu'elle supporte pas marcher pieds nus, enfin voilà, ça va être toutes des petites questions du quotidien qui vont nous permettre après d'avoir un tableau qui nous dit, voilà, la personne est plutôt hyposensible, plutôt hypersensible, ou même des fois, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, mais des fois, sur un même canal sensoriel, on peut être hypo et hyper. Et c'est grâce à l'analyse du bilan qu'on peut un peu mieux comprendre la personne, quelles sont ses particularités sensorielles. Il y a aussi le profil sensoriel de Olga Bodachina.
Lui, c'est un profil sensoriel un peu plus long parce qu'il a plus de 200 items. Mais il est intéressant pour les personnes, moi je le préconise pour les personnes qui sont plutôt Asperger, parce qu'il y a vraiment des questions vraiment très fines sur le quotidien de la personne. Ça a le même fonctionnement que le DON. C'est des questions sur le quotidien de la personne, mais il est vraiment beaucoup plus large, je trouve. Et il propose aussi, ce qui est intéressant au niveau de l'évaluation, un arc-en-ciel à la fin où la personne peut voir si elle est hypo, hyper, avec cet arc-en-ciel-là. Il y a aussi l'EPSA, donc l'échelle des particularités sensorio-psychomotrices. Donc celui-là, il est plus fait par les psychomotriciens, mais c'est une évaluation qui est intéressante aussi pour définir les particularités sensorielles. Et il y a aussi le Senso-Eval, une autre évaluation qui est sur une tablette, un peu dans la même logique que le DON et le Olga Bonacina, mais il est en version tablette. Donc, l'intérêt des évaluations sensorielles, comme vous l'auriez compris, c'est pour quand même mieux adapter l'environnement à la personne, aménager au maximum pour qu'elle se sente bien pour les personnes qui sont hypersensibles et que les personnes qui sont hyposensibles, qu'elles puissent s'ouvrir en fait sur un autre environnement parce qu'on aura on aura fait leurs besoins sensoriels, on aura vraiment répondu à leurs attentes sensorielles. Et puis l'accompagnement thérapeutique que je mets aussi par rapport aux modulations sensorielles. Donc là, je parle de l'accompagnement psychomode par rapport à mon travail, mais c'est vrai que du coup, c'est important de travailler ça aussi en séance. C'est vrai que moi, dans mon travail avec les personnes autistes, souvent, je commence par le travail de la sensorialité, parce que si vraiment cette personne-là, c'est comme je vous disais au début de mon intervention, la sensorialité qui va pouvoir permettre que la personne s'ouvre à d'autres mécanismes corporels, psychiques. Voilà, donc après, j'ai mis les adaptations. Donc, si la personne est hypersensible, l'aider à contrôler, éviter la personne d'être mal avec ses sensations, la protéger. Les personnes qui sont plutôt hyposensibles, donc c'est proposer une stimulation. Et puis, s'il peut y avoir des comodalités, c'est une information où il y a donc hypo hyper, et ben, c'est important de séquencer les informations, les activités, les rendre aussi prévisibles et réguliers. C'est-à-dire que les personnes qui ne supportent pas avoir des imprévus, ben, ça va être intéressant de pouvoir séquencer. Donc voilà, l'aménagement, il peut être dans l'environnement, ça peut être aussi temporel avec les structurations du temps. Là, je vais un petit peu vite parce que je voudrais laisser du temps pour vos questions. Et ben voilà, j'ai fini par ma petite image sensorielle et j'espère que ça vous a plu, mon intervention. Alors, si vous avez des questions, avec grand plaisir, je peux répondre aux questions. Ah, arrêtez de partager. Excusez-moi, mon écran est noir. Voilà, c'est ça. Est-ce que déjà ça a été compréhensible? Oui. Bon, tant mieux. Et si vous avez des questions, Je commence. allez. Alors moi, j'avais une question par rapport au profil de Dunn. Oui. Du coup, donc c'est des personnes qui vont avoir plutôt tendance à être dans de l'hyposensorialité ou dans de l'hypersensorialité ou peu importe. C'était juste un exemple pour mettre en évidence Eh ben, les, je n'ai pas les pris spécificités. je les ai pas avec moi, mais en fait, ça va être vraiment, le profil de Dunn, l'évaluation, elle va être, c'est des tableaux. Il y a le tableau de l'audition, il y a le tableau de gustatif, il y a le tableau du tactile, et dans le tableau, eh ben, il y a des parties avec différentes questions. Et en fait, selon les questions, bah, ça va être de l'hypo, de l'hyper. Mais sur le coup, la personne, elle va pas savoir. Ça va être les questions début de les mains sur les oreilles, ou après, bah, la personne, elle va chercher à faire du bruit et c'est à la fin de l'évaluation, on a un tableau et là on coche, on a une note brute, et on coche et là ça nous dira s'il a une particularité ou pas. Ce qui est intéressant dans le DON, c'est qu'il y a une notion de fréquence, c'est-à-dire que la personne, elle peut être parfois gênée par le bruit et parfois elle ne l'est pas. Mais du coup, ça va être du quotidien, donc ça va être aussi intéressant de nuancer au niveau de la fréquence du temps. Parce que la personne n'est pas que hypersensible ou que hyposensible, elle peut s'adapter. C'est ça qui est intéressant aussi, je trouve. Et dans le Olga Bodachina, cette autre évaluation-là, pour le coup, la personne elle est soit elle va réagir, soit elle ne va pas réagir. Il n'y a pas de notion de temps ou de nuance. Moi, ça m'est arrivé de voir
des personnes qui, selon la situation, au domicile ou dans l'établissement, bah, la personne ne va pas du tout être pareille. Et ça, dans le DUN, je trouve que c'est intéressant. C'est pour ça que j'aime bien le faire aussi avec, soit avec les équipes, soit avec les parents, parce que la personne, elle va réagir différemment. Et c'est ça qui est intéressant. La gestion émotionnelle aussi a un rôle important dans les émotions, dans la sensorialité, pardon. Oui, et d'ailleurs, est-ce que si la réaction émotionnelle est plus forte, ça va changer la Oui, note? et ben oui, c'est ça, et c'est intéressant, c'est que les seuils, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, les seuils sensoriels peuvent varier en fonction de l'état émotionnel de la personne, si elle est douloureuse, si elle est fatiguée aussi, si elle a pris des médicaments qu'elle n'a pas l'habitude, enfin, qui peut créer dès qu'il peut y avoir un changement au niveau somatique, et ben, ça peut bouleverser les seuils. Donc, soit la personne va avoir un seuil beaucoup plus haut ou beaucoup plus bas. Parce que normalement, nos seuils, ils évoluent pas avec le temps. Ils sont un peu toujours pareils. Et je dis nous parce que, comme je disais au début, on peut tous avoir des particularités sensorielles. Mais voilà, en fonction de notre état somatique, psychique, émotionnel, et ben, les seuils peuvent effectivement varier. Donc, ce qui est intéressant des fois, c'est d'avoir un peu un profil de donne de base. Et après, si l'état de la personne, on voit qu'elle n'est pas bien, il y a des modifications, elle va être plus en recherche ou plus en l'évitement, et ben, de reproposer un petit profil sensoriel pour permettre de mieux évaluer les modifications sensorielles. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai pas été trop vite, ça va, vous avez pu tout suivre. Ouais. Du coup, bon, bah, si vous n'avez pas d'autres questions, et ben, on peut, voilà, je vais vous dire bonne soirée. Merci d'avoir participé. Et puis à bientôt alors.